Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je reçois Jérémy de chez Swile qui va revenir sur une enquête qui a été menée par Swile, un baromètre annuel de l'engagement des salariés, qui avait déjà été réalisé en 2020 par Swile et puis en 2021. Jérémy, tu peux nous représenter rapidement la société et toi, ce que tu fais exactement chez Swile aujourd'hui. Avec plaisir. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Ravi d'intervenir ce matin pour ce live. Donc, Swile, c'est une scale-up qui a 4 ans. Concrètement, on est une super app qui permet non seulement d'avoir une carte qui rassemble tous les avantages salariés, donc pour notamment dépenser ses titres restaurants, ses titres cadeaux, ses titres vacances, etc. Le tout rassemblé dans une même application pour donc pouvoir facilement gérer ses avantages salariaux. Et également, cette application sert à engager les salariés. Donc, on a des outils qui permettent non seulement de mesurer l'engagement des salariés, de pouvoir agir dessus grâce à des fonctionnalités pour favoriser la communication interne de type messagerie, pour favoriser tout ce qui est reconnaissance entre pairs avec des célébrations ou encore événements d'équipe et cohésion d'équipe avec la possibilité d'organiser des événements, par exemple. Et donc, on veut unifier un peu l'expérience collaborateur et tout ça avec une communauté de 700 000 utilisateurs, de plus de 15 000 clients dans plusieurs pays maintenant, puisqu'on a ouvert le Brésil l'année dernière avec une communauté de plus de 100 000 utilisateurs au Brésil, Brésil qui est le premier marché mondial des avantages salariaux. Ça Et marche. donc, concrètement, ce que je fais chez Swile, donc du coup, c'est développer justement cette partie engagement des collaborateurs. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans suite à l'acquisition de la société Brick, qui a développé une application pour favoriser la reconnaissance et l'engagement des salariés. Et donc, aujourd'hui, je m'occupe en particulier de développer tout le contenu autour de l'engagement et donc produire notamment le type d'études dont a mentionné Christophe de l'engagement pour justement développer non seulement notre produit, notre connaissance du sujet, mais pouvoir conseiller aussi nos clients sur les meilleures actions à mettre en place pour favoriser l'engagement des salariés. Ouais, donc toi, Jérémy, ça fait quand même quelques années que tu t'intéresses à ce sujet, hein. T'es pas un novice des questions d'engagement et de motivation au travail. Alors, Ça fait une dizaine d'années, en effet. ouais. Cette étude, elle a été menée auprès de 1500 salariés en France, donc pour mesurer, bien évidemment, le niveau d'engagement des collaborateurs, mais également pour identifier les principaux moteurs d'engagement. Donc, ce matin, on va vous présenter les résultats partiels de cette étude. Cette étude, vous pouvez de toute façon télécharger l'intégralité de son contenu. Je vous ai mis un petit bouton en rouge qui apparaît en haut de l'écran qui vous permettra de télécharger l'intégralité de l'étude. Je vois que vous êtes déjà 27, 28 à l'avoir actionné. Allez, on va démarrer. Premier slide, donc le panel, comme je le disais, 1500 salariés. Représentatif de la population, je le précise, on est passé par un institut de sondage donc qui nous permet d'avoir une exhaustivité au niveau des profils sociodémographiques des salariés. Euh, et donc, effectivement, on est sur une population de 18 ans et plus, et on a choisi des entreprises de plus de 10 salariés, parce qu'en France, vous le savez, il y a énormément de petites entreprises de moins de 5 personnes, et donc, du coup, ça ne nous aurait pas donné forcément une représentativité au niveau des types d'entreprises. Ça marche. Premier résultat synthétique de cette étude, je te laisse le commenter, Jérémy. Ouais, donc effectivement, je pense que c'est le chiffre qu'on attendait tous, notamment après ces quasiment 2 ans de pandémie, de connaître un petit peu le pouls au niveau de l'engagement des salariés. Et donc, on a été assez positivement surpris de constater aujourd'hui qu'on considère que 63% des salariés français sont engagés. Donc, c'est une hausse de 4 points par rapport au niveau d'engagement d'octobre 2020, donc un an auparavant.
à préciser, hein, donc le baromètre, l'étude, en tout cas le sondage, on l'a administré en octobre 2021. Donc voilà, c'est vraiment un an après les chiffres que de 59%. Donc une augmentation du niveau d'engagement, je pense qu'il peut s'expliquer par le fait que globalement les entreprises ont plutôt bien réagi par rapport au contexte de crise sanitaire. Elles ont été nombreuses à appliquer les mesures gouvernementales, donc à favoriser notamment la sécurité au travail. On va le voir, c'est un item qui, globalement, pour lequel les salariés sont satisfaits. On peut dire qu'elles ont globalement mis en place rapidement des mesures pour développer le télétravail, même si au départ, ça a été un peu laborieux sur les premiers mois de 2020, mais globalement sur 2021, ça s'est plutôt bien passé. Elles se sont toutes bien outillées. Elles ont toutes globalement joué le jeu. Et donc, je précise également quelle est notre définition de l'engagement, parce que vous avez sûrement dû voir différents chiffres au niveau du niveau d'engagement des salariés. Donc, nous, comment on le calcule? Déjà, ce qu'on définit comme un salarié engagé, c'est ce qu'on appelle une motivation à long terme. Et donc, cette motivation à long terme, elle a deux composantes. La première composante, c'est la motivation tout court. Donc, la motivation, c'est plutôt du court terme. C'est est-ce que je suis motivé pour me lever le lundi matin ou globalement, est-ce que je suis dans un mood favorable? Et le deuxième un critère qu'on prend en compte, qui prend en compte justement cette idée de long terme, c'est la probabilité de rester dans la même entreprise dans les 12 prochains mois. Et donc, si globalement les salariés répondent positivement sur ces deux parties, donc à la fois la motivation et la fidélité, ce qu'on appelle donc la fidélité à l'entreprise, dans ce cas, on considère qu'ils sont engagés. Et pour ça, il faut qu'ils aient une note supérieure à 7 sur 10 sur ces deux critères. Voilà, je précise la méthodologie, elle est importante puisque voilà, vous avez sûrement dû voir des chiffres qui sont plus bas. Nous, on a essayé d'avoir un indicateur qui est réaliste et donc qui s'approche au plus près de ce que pourrait être effectivement l'état d'engagement des salariés, là où d'autres indicateurs sont très restrictifs. Vous avez sûrement dû entendre voir parfois que simplement 10% des salariés sont engagés. Ça, c'est lorsque les indicateurs sont très restrictifs et par exemple demandent à ce que les salariés répondent positivement à tous les critères, à 100% des critères d'analyse. Donc des fois, il y a des grilles de 15 critères et si on coche que 14 critères sur 15, dans ce cas, on n'est pas considéré comme engagé. Voilà. Donc on a une vision un peu plus englobante et on considère que même si tout n'est pas parfait, même si un salarié n'est pas 100% satisfait sur tous les items de l'entreprise, pour autant, s'il est motivé et fidèle, dans ce cas, il est engagé. Et alors 63%, c'est bien, c'est pas bien? Comment on interprète ça? Déjà, le premier élément, c'est au-delà du chiffre absolu, parce qu'encore une fois, les méthodologies peuvent varier, donc le chiffre absolu n'est pas le plus important. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir du coup la tendance. Ce qu'on voit déjà, c'est que la tendance est positive. Donc, encore une fois, ça veut dire que les entreprises ont plutôt bien réagi à la crise sanitaire. On pouvait se dire qu'en octobre 2020, c'était encore encore une fois, les entreprises commencent à s'adapter. Toutes n'avaient pas encore mis en place correctement le télétravail. Il y avait encore des imprécisions. On peut voir qu'en un an, la progression témoigne du fait que globalement, les entreprises, encore une fois, et on va le voir avec les différents moteurs d'engagement, se sentent globalement en sécurité, se sentent globalement appartenir à leur entreprise, etc. Donc, on va décortiquer un peu toutes les composantes justement de l'engagement pour voir si c'est un chiffre aussi qui est intéressant. Et puis, ce qu'on va voir aussi là ce matin, c'est concrètement décortiquer par rapport aux différentes catégories socio-professionnelles, donc en fonction de l'âge aussi, en fonction des CSP, etc. Quel est un peu ce niveau d'engagement et quelles sont les composantes qui jouent en fait sur le niveau d'engagement. Alors, j'ai avancé à la slide suivante, où là, on a déjà un élément d'information intéressant qui est lié aux tranches d'âge, sur le critère là, qui est quelles sont finalement les personnes qui souhaitent quitter leur employeur. Alors, j'imagine que c'était la question. Oui, c'est ça. Donc là, on teste le niveau de fidélité. Donc, c'est une des deux composantes de l'engagement, comme vous l'avez compris, avec la motivation. Donc là, on va comparer le niveau de fidélité par rapport aux tranches d'âge. Donc là, on retombe sur un résultat qui est assez classique.
même si c'est intéressant quand même de l'avoir sous les yeux, qui dit globalement que les moins de 35 ans sont 2 fois plus susceptibles de changer d'employeur que les plus de 55 ans. C'est quand même intéressant d'avoir ce chiffre en tête, hein, donc plus d'un tiers des moins de 35 ans qui ont une probabilité qu'on juge élevée de quitter leur employeur dans les 12 prochains mois. Et donc, c'est bien sûr à mettre en regard avec le phénomène de grande démission, The Great Resignation, qui nous vient d'outre-Atlantique, qui n'a pas encore touché vraiment la France. Mais tout de même, on a quand même des chiffres qui montrent que l'année dernière, par exemple, en Europe, 20% des jeunes auraient démissionné. Donc ça, c'est une enquête qui a été révélée il y a pas longtemps. Donc 20% quand même des moins de 35 ans qui auraient démissionné en 2021. Et donc là, encore une fois, 35% qui ont une probabilité élevée également de démissionner. Donc pareil, là, un chiffre à regarder de manière attentive, un peu comme du lait sur le feu. On va suivre ça, pareil, lors de nos prochains baromètres pour voir si c'est une statistique qui augmente ou qui diminue, pour notamment voir si ce phénomène de grande démission s'accentue ou non. Est-ce que ça, c'est pas une vérité vraie depuis toujours, ce résultat? Alors oui, effectivement, comme je l'ai précisé, ce chiffre il vient confirmer d'autres études qui avaient été menées, notamment sur la différence et l'écart entre les jeunes et les plus seniors. Et là, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de voir la variation. Est-ce que ces 35% vont se transformer en 45% l'année prochaine ou au contraire vont diminuer? Donc là, encore une fois, c'est plus voir la variation qui va nous intéresser. Alors là, ici, c'est un graphique qui nous paraît intéressant justement pour bien voir en fait les deux axes autour de l'engagement. Donc, pour rappel, la motivation, c'est l'axe effectivement vertical. Donc, on a des salariés motivés en haut et démotivés en bas. Et l'axe de la fidélité, donc, qui nous permet en fait d'avoir 4 catégories avec ces deux axes. On peut identifier donc 4 profils de salariés. Donc, on a tout d'abord les engagés, on en a parlé, ils sont 63%, plus 4 points. À l'opposé, on a donc les désengagés, donc, qui sont tout de même 15%. Donc, les désengagés, ça veut dire que ce sont non seulement des personnes qui sont démotivées à court terme, donc on va dire qui rechignent à aller travailler, et en plus qui ont une probabilité élevée de démissionner dans les 12 prochains mois. Donc, c'est tout de même un chiffre, même s'il est minoritaire, qui reste important de savoir que 15% en moyenne des salariés aujourd'hui on peut dire activement désengagés. C'est pas justement des passifs, des personnes qui sont désengagées, mais bon, ça va quand même. Là, c'est vraiment des gens qui sont activement désengagés, donc potentiellement des détracteurs. Et puis, donc, on a deux autres catégories qui sont aussi intéressantes. On a tout d'abord les passifs. Donc là, c'est des personnes qui sont démotivées, mais qui restent fidèles à leur entreprise. Donc souvent, on retrouve les fonctionnaires, on retrouve les salariés de grandes entreprises assez souvent qui sont là depuis assez longtemps et donc qui n'arrivent plus forcément à avoir la motivation du début, mais pour autant, pour des raisons notamment peut-être de sécurité, vont préférer rester dans leur employeur plutôt que de partir. Donc, ils ne sont pas entre guillemets aussi nocifs que les désengagés, mais comme ils sont démotivés, c'est quand même une catégorie à surveiller de près. Alors, il y a une question de Solène qui demande si on a le détail des motifs qui ont poussé ces gens finalement à ce désengagement total pour ces 15%. Alors oui, on les a et on va le voir juste après, donc petit teasing. On a une slide dédiée sur le sujet, donc restez avec nous, hein, je pense qu'on verra ça d'ici une quinzaine de minutes, si ça vous va. Justement, on va rentrer vraiment dans le détail, à la fois des facteurs d'engagement, mais aussi des facteurs de désengagement, et on verra que ce n'est pas forcément les mêmes. Ce qui améliore l'engagement des salariés, ce n'est pas forcément la même chose que ce qui accentue leur désengagement. Et ça, c'est intéressant de l'avoir en tête. Donc, je finis sur les profils. La quatrième rubrique, ce sont les mercenaires. Donc ça, c'est une rubrique que peu de gens ont en tête souvent. C'est des personnes qui sont motivées, donc on pourrait dire chouette, mais pour autant qui ont une probabilité élevée de changer d'employeur. Et assez souvent, c'est pour des raisons financières. Donc c'est soit pour améliorer leur salaire. On sait aujourd'hui que c'est plus facile de progresser en salaire en changeant d'entreprise qu'en restant dans la même. Ou ça peut être pour évoluer plus rapidement dans leur carrière.
Et donc là aussi, hein, on a des études qui montrent que si on reprend la même étude que je citais tout à l'heure sur la grande démission et les 20% de jeunes qui ont démissionné l'année dernière, dans 20% des cas, c'était pour une augmentation de salaire. Donc, c'était la première raison de départ des jeunes, c'était pour améliorer leur salaire. Et juste en dessous, à 19%, c'était pour des questions de sens. Donc, voilà, ça reste important. Donc, je ne dis pas que le salaire, c'est le principal facteur d'engagement. On va voir que c'est plutôt même le contraire. Par contre, sur la population de mercenaires, c'est clairement leur motivation principale. Je vois aussi la question de Loïc sur la définition des passifs. Je le rappelle, les passifs, c'est des personnes qui sont, motivées. Non, pardon, je vais y arriver. Qui sont démotivées, mais qui restent fidèles à leur entreprise. Ils sont résignés finalement. Ouais, ils sont un peu blasés, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont un peu coincés. Voilà, ils sont démotivés, mais pour autant, ils ont peur. Ils ont peur de changer d'employeur, soit parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont dans la même entreprise, soit parce Est-ce qu'on a les tranches d'âge? Parce que là, on aurait tendance à se dire les passifs, finalement, c'est peut-être les plus de 50 ans. Alors, on a clairement, oui. Premièrement, on a la surreprésentation des catégories donc de fonctionnaires et de salariés des grandes entreprises, clairement. Et puis, on a aussi le fait que ce sont des personnes qui, globalement, sont là depuis plus longtemps dans leur entreprise. Donc, j'ai plus exactement la stat d'âge en tête, mais si on met tout ça combiné, forcément, plus on reste longtemps dans l'entreprise, plus on est âgé. Ça fait que, globalement, c'est des personnes qui sont plus âgées, qui ont un besoin de sécurité qui est plus important. Et ça, on le verra aussi tout à l'heure. Les personnes seniors, on va dire, ont un besoin de sécurité plus prégnant que les plus jeunes. De toute façon, quand on regarde là les stats, les mercenaires, on a moins 2 points, les désengagés, moins 4 points. Tout ça en faveur, finalement, des engagés et des passifs. Ça dénote déjà sur ces chiffres peut-être ce besoin de sécurité. Hein. Oui, complètement. Effectivement, le fait que les mercenaires aient un peu baissé, c'est aussi lié à ce contexte de crise, effectivement, hein, qu'on est en crise. Alors, on n'a pas été en crise économique. Si on avait été vraiment en crise économique, pour le coup, là, ça aurait pu encore accentuer les passifs, donc les personnes qui restent dans l'entreprise parce qu'elles ont peur de changer. Là, en l'occurrence, on est sur un niveau de l'emploi qui a jamais été aussi élevé. Et donc, ça fait que, globalement, plus de points, c'est pas non plus énorme, donc les passifs restent stables. Mais encore une fois, je pense qu'en contexte de crise économique où le niveau de chômage aurait flirté avec les 10%, là, on aurait une catégorie au niveau des passifs encore plus élevée. Ça va venir. J'espère pas, mais on verra. Le levier économique, ça va forcément venir, puisque les entreprises se sont surendettées pendant la crise à coup de PGE et qu'il va falloir commencer à les rembourser. On a forcément un décalage d'impact sur l'économie. C'est possible. À voir dans un an, on verra. Je reviendrai dans un an si tu veux bien avec les chiffres. Ça sera intéressant de voir l'évolution dans les 2-3 années à venir. C'est ça. Alors, on va s'intéresser aux moteurs et aux sous-moteurs de l'engagement en 2022. Ouais, donc là, on rentre vraiment dans le cœur du réacteur. Qu'est-ce qui constitue en fait justement les composantes, les déterminants de l'engagement ou du désengagement des salariés, notamment des différentes catégories qu'on a pu voir. Donc, petit rappel méthodologique sur la manière dont on a calculé, on a déterminé ces moteurs et ces sous-moteurs. Donc, nous, ce qu'on veut déterminer, c'est ce qu'on mesure, notre critère, en fait, notre boussole, c'est le niveau d'engagement. C'est ça qu'on va définir en finalité, en output. Et les ingrédients qu'on met dans le moteur pour faire tourner le modèle statistique, c'est ce qu'on appelle des inputs. Donc, c'est 30 variables, en fait, qui permettent de définir, en fait, de couvrir un peu tout le champ, en fait, des déterminants de l'engagement. Donc, si je vous prends l'exemple là qui illustre ici, on a le niveau de confiance dans l'entreprise, on a la possibilité de rester soi-même. Ça, c'est les déterminants de la sécurité psychologique, qui est un des sous-moteurs de la sécurité. Donc, je vous ai fait un zoom sur, globalement, un des moteurs qui est la sécurité,
qui est composé de 3 sous-moteurs, donc sécurité psychologique, sécurité physique, sécurité financière. Et chacun de ces sous-moteurs sont décomposés en 2 items ou 2 variables. Et donc, dans la sécurité physique, on va avoir les conditions matérielles de travail, les politiques de santé et de sécurité au travail. Et dans la sécurité financière, on a le niveau de vie et la sécurité de l'emploi. Donc, pour chaque moteur, on a cette décomposition-là. Et en fait, concrètement, on ne demande pas aux salariés ce qui les engage, parce que sinon, on aurait des réponses biaisées. Si je te demandais là, en santé, Christophe, qu'est-ce qui te motive dans ton travail? En fait, tu n'auras pas forcément tes réponses déclaratives ne matcheraient pas forcément avec la manière dont on calcule en fait l'engagement, puisque nous, on est plutôt en train de tester statistiquement qu'est-ce qui contribue concrètement à l'engagement. Donc, donc sur les 63% d'engagés, on va tester quels sont les moteurs qui influencent le plus sur son engagement. Et pour ça, on regarde le niveau de satisfaction de ces moteurs-là. Si on a des niveaux de satisfaction qui sont très bas et qu'on retrouve très bas sur pas mal de moteurs par rapport à la catégorie des désengagés, dans ce cas, on va savoir que ces moteurs-là ont un impact important sur le désengagement, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, c'est de la régression statistique et voilà, ça ne va pas intéresser tout le monde, mais c'est une méthodologie qui est assez robuste et qui permet de révéler des préférences qui ne sont non biaisées par du déclaratif. Ça marche. Alors concrètement, voilà un peu le résultat du coup sur les 5 moteurs. Donc déjà, je vais prendre le temps de parler de ces 5 moteurs. Donc on a regroupé sous donc 5 appellations qui sont donc l'appartenance, le sens, l'estime, la sécurité et le développement. On creusera un petit peu ce qu'il y a dans chacun d'entre eux. Mais globalement, le premier constat qu'on fait, et c'est pour ça qu'on a représenté ça sous forme de pyramide inversée, c'est que cette hiérarchie-là n'est pas la même que ce qu'a trouvé Maslow dans les années 60. En construisant les moteurs d'engagement, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait pas mal de parallèles qu'on pouvait faire avec la pyramide de Maslow, puisqu'en l'occurrence, chez Maslow, on a donc parmi les moteurs aussi l'estime, l'appartenance, la sécurité et donc l'autoréalisation qui est proche du sens et tout ce qui est besoin physiologique qui n'apparaît pas parce que c'est pas le sujet. Donc le premier constat, c'est que le besoin de sécurité finalement apparaît assez bas, donc à 19%, donc il est un peu moins important que l'appartenance, le sens par exemple, alors que chez Maslow, c'est plutôt l'inverse, le sens apparaît comme le deuxième besoin le plus important à combler. Donc c'est d'abord combler ses besoins physiologiques, boire, manger, etc. Ensuite, son besoin de sécurité, se sentir protégé, avant de pouvoir avoir des besoins autour de l'estime, de l'appartenance, etc. Là, c'est plutôt l'inverse, entre guillemets, il faut d'abord combler les besoins d'appartenance, donc de se sentir en communauté, d'avoir une forte cohésion d'équipe, un bon niveau de communication avec ses collègues, ses managers, etc. Et combler ses besoins autour du sens pour après, derrière, on va dire, aller sur des moteurs plus matériels tels que la sécurité. Voilà. Quand on regarde les résultats, on a un écart qui est assez faible, hein. On va de 18 à 22%. Donc finalement, on pourrait presque se dire que ces moteurs d'engagement, il y a assez peu d'écart dans les résultats, hein. Il y a assez peu de situations, appartenance, sens, à peu près équivalent. En effet, tu as raison, Christophe, c'est le deuxième enseignement. C'est que globalement, toutes les composantes qu'on a testées sont importantes et en fait, on ne peut pas faire l'impasse sur un des moteurs. On ne peut pas faire l'impasse sur la sécurité parce que ça contribue quand même à 19% à l'engagement des salariés, ni sur le développement parce que ça contribue quand même à 18%. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu présenter non plus comme une hiérarchie. On n'a pas d'un côté un moteur tel que l'appartenance qui est ultra important et le développement qui l'est moins. Tous sont importants. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une analyse au cas par cas, donc à la fois par catégorie socio-professionnelle, par âge, par type d'emploi, etc. Mais surtout, ce qui va être
intéressant pour les entreprises, c'est d'avoir leur propre, finalement, leur propre pyramide ou leur propre modèle appliqué à l'organisation. D'où l'intérêt de pouvoir avoir ses propres outils derrière pour tester tout ça. Donc, nous, on l'a fait au global sur la France. Mais bien sûr, il va y avoir des particularités en fonction des secteurs d'activité, en fonction des tailles d'entreprise, en fonction des populations. Et donc, ça suppose d'avoir une approche qui est individualisée parce qu'on le verra, il y a des plus gros écarts dès qu'on commence un peu à segmenter l'échantillon. Alors, il y a Omar qui nous demande si tu peux redéfinir chacun des moteurs. C'est quoi l'appartenance, c'est quoi le sens, c'est quoi l'estime, la sécurité, c'est quoi le développement? Ouais. Donc, dans les grandes lignes, l'appartenance, donc ça inclut les sous-moteurs autour de la cohésion d'équipe, autour de la communication interne. Donc, c'est toutes les communications entre collègues ou avec le manager et avec la direction. Et ça intègre aussi les éléments autour de la transparence. Ce que je te propose, en fait, c'est peut-être de passer limite à en fait, la slide. Alors, je vais faire voilà, cette slide-ci. Voilà. Comme ça, je vais commenter directement ce qui compose les moteurs et ce sera plus concret pour tout le monde. Donc ici, vous voyez sur ce graphique, en fait, j'ai positionné en fait les moteurs qui avaient le plus d'impact sur l'engagement. Donc ça, c'est les abscisses en horizontal. Et en vertical, c'est la note de satisfaction, c'est-à-dire à chaque fois, on a demandé en fait aux salariés d'évaluer leur satisfaction sur chacun des items. Donc, il ressort par exemple que l'impact, qui est en haut à droite, c'est le sous-moteur qui a le plus d'impact sur l'engagement et qui a la meilleure note de satisfaction. Donc, je vais vous présenter ce graphique en deux temps. Donc, d'abord, je vais vous présenter donc tous les composantes des moteurs pour répondre du coup à la question. Et ensuite, on va voir en quoi ce graphe est intéressant pour vous, pour derrière actionner en fait des leviers, un plan d'action RH. Donc, si je reprends ce que je disais, l'appartenance, donc dedans, on a la cohésion d'équipe, on a la communication, on a la transparence. Le sens, en deuxième position, on va retrouver tout ce qui est adéquation entre poste de travail et compétences, donc ce que j'ai mis dans poste. On va retrouver tout ce qui tourne autour des valeurs, l'adéquation entre les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. On va retrouver l'adéquation avec la vision d'entreprise. Et enfin, les items de RSE, donc d'engagement sociétal des entreprises. Dans l'estime, on va avoir donc des sous-moteurs qui intègrent donc la reconnaissance logique, la reconnaissance qui va renforcer l'estime de soi, tout ce qui est écoute, est-ce que je me sens suffisamment écouté, est-ce qu'on prend en compte mon avis, etc. Donc ça fait partie de l'estime aussi. Tout ce qui est donc autonomie, parce que si je suis plus ou moins autonome dans le travail, c'est qu'on me fait confiance. Donc pareil, ça joue sur mon estime. Et enfin, considération financière. Donc là, c'est est-ce que je suis rémunéré à ma juste valeur? Donc, indépendamment de mon niveau de vie, de ce dont j'ai besoin pour vivre, est-ce que, en gros, je suis suffisamment payé par rapport à mes compétences? Et la sécurité, on a parlé, ça intègre les éléments de sécurité physique, financière et psychologique. Donc, peut-être l'élément peut-être le moins parlant pour certains, c'est la sécurité psychologique. Pourtant, c'est quand même un item qui a de plus en plus d'importance puisque on en parle aujourd'hui de plus en plus avec notamment tout ce qui est santé mentale, etc. Est-ce que je me sens en confiance justement dans l'entreprise? Est-ce que je peux être moi-même? Je peux exprimer ma personnalité, etc. Et enfin, le moteur du développement intègre donc les sous-moteurs autour de l'impact. Est-ce que je vois l'impact de mon travail, soit dans l'entreprise, soit dans mon environnement? Et là, typiquement, on a les classiques une de magazine avec les cadres en finance qui sont partis et qui ont tout claqué pour aller devenir paysans ou vignerons parce qu'ils voient plus rapidement l'aboutissement de leur travail et parce qu'ils travaillent directement avec leurs mains. Et voilà, ils voient concrètement aussi. Donc, l'impact, on le voit, justement, c'est un impact très fort sur l'engagement. On a donc la carrière. Est-ce que je peux progresser dans ma carrière? Et enfin, l'apprentissage. Donc, ça intègre tous les éléments de learning, donc de formation et de mentorat. Donc, voilà, au global, vous avez une vision un peu exhaustive sur les moteurs et les sous-moteurs. Et donc, maintenant, pour commenter ce graphique et voir pourquoi il est important, c'est
voir comment se positionne donc, chacun des sous-moteurs. Et donc, on en a tiré trois ensembles, 3 buckets, on va dire. En haut, à droite, donc, avec l'impact, l'adéquation, poste et savoir-faire et la cohésion, ce sont globalement les items qui ont le plus d'impact sur l'engagement, mais qui sont aussi les mieux notés. C'est-à-dire que globalement, bien sûr, l'entreprise doit faire en sorte que ces éléments restent bien notés, mais comme ils sont déjà bien évalués, c'est-à-dire que globalement, les salariés sont plutôt satisfaits du niveau de cohésion d'équipe, de leur adéquation, poste, savoir-faire et de leur niveau d'impact, ce n'est pas forcément les leviers d'action prioritaires. En bas, tout en bas à gauche, avec les éléments d'apprentissage, de RSE, considération financière, sécurité physique, là, on est sur des éléments qui ont un impact qui est plus faible sur l'engagement, mais qui sont aussi moins bien notés. Donc là aussi, ça ne sera pas des leviers d'action prioritaires parce qu'ils ne sont pas très bien notés. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise peut plus facilement, on va dire, augmenter le niveau de satisfaction. Ils vont pouvoir jouer dessus plus facilement, mais pourtant, ce n'est pas ceux qui ont le plus d'impact sur l'engagement. Donc là, finalement, les éléments qui sont les plus intéressants à prendre en compte, c'est le cercle du milieu, donc qui intègre les éléments de communication, de vision, de reconnaissance, d'écoute et de progression de carrière, puisque là, ce sont en fait des sous-moteurs qui commencent à avoir un impact important sur l'engagement, entre 6 et 8 sur 10, et qui ne sont pas bien évalués, qui ont une note de satisfaction inférieure à 7. Donc, c'est ce qu'on appelle les quick wins, c'est-à-dire finalement les ingrédients sur lesquels l'entreprise va pouvoir peut-être jouer le plus rapidement pour avoir un impact rapide sur l'engagement. Donc, si vous êtes dans une optique un peu court terme de pouvoir faire augmenter un peu le niveau d'engagement rapidement, c'est probablement ces quick wins qu'il faudra activer en priorité, sans pour autant, bien sûr, délaisser les éléments qui ont un impact élevé sur l'engagement. Parce que si des notes de satisfaction baissent sur ces éléments-là, donc là, ça aura un impact important sur l'engagement. Donc, j'espère que ça peut être un peu plus clair comment on peut utiliser ce graphique-là. Si vous avez des questions. Oui, il y a des questions. Il y a Lauriane Fort. Bonjour Lauriane, qui nous demande comment les salariés notent l'impact sur l'engagement. Alors, ils ne notent pas l'impact sur l'engagement. Tout ça, encore une fois, c'est nous qui calculons statistiquement. C'est une interprétation, en fait. Ouais, nous, ce qu'on leur demande de faire, c'est juste d'évaluer. En fait, c'est juste de donner une note de satisfaction. Donc, on leur demande, en fait, les questions qu'on a posées, c'est comment noteriez-vous le niveau d'autonomie que vous avez dans votre entreprise. Et donc là, en moyenne, les gens ont noté l'autonomie à peu près à 7,7 sur 10. Le fait que ces éléments-là aient un impact fort sur l'engagement, encore une fois, ça, c'est un modèle statistique qui fait qu'en fait, on arrive avec un échantillon assez large de 1500 personnes, on arrive à tester en fait, les dimensions qui ont le plus d'impact sur l'engagement. Donc, comme on a la variable du niveau d'engagement, ça, on le sait, on l'a déterminé au départ. On a déterminé que c'était une note élevée de motivation, une note élevée de fidélité. On sait en gros si les gens sont engagés ou pas. Derrière, en fonction de la manière dont ils ont évalué ils ont noté en fait ces différents items, on va pouvoir introduire une pondération et un poids sur l'engagement. Donc ça, c'est nous qui calculons et c'est encore une fois une méthodologie statistique qui est robuste. Alors, il y a Stéphane qui était surpris par le résultat concernant la reconnaissance. C'est-à-dire ? Il dit qui est un point essentiel du Q12 Gallup. Comment l'expliquez-vous? Parce qu'effectivement, dans le Q12 Gallup, la reconnaissance est un des leviers principaux. Là, en l'état, c'est un impact, enfin, c'est un critère qui a un impact assez fort sur l'engagement, mais qui doit avoir quoi? 6,5 de réponse moyenne, c'est ça? Alors, graphique. Donc, je pense qu'il s'attendait à le voir positionné au même niveau que l'impact en termes d'impact sur l'engagement, par exemple, ou que le poste. Alors, ce qui est intéressant avec la reconnaissance, c'est que donc déjà, ça appartient, on va dire, au deuxième groupe des sous-moteurs qui ont le plus d'importance. Donc, ce n'est pas dans le premier groupe, c'est dans le deuxième. Ce qui est intéressant, c'est que la reconnaissance, en fait, c'est pas tellement ça a un impact très important sur l'engagement. Il n'y a pas vraiment d'études qui l'ont montré.
c'est surtout que très fréquemment, elle est mal notée. En fait, très régulièrement, ce qu'on considère, et ça, moi, je l'ai vu aussi dans pas mal d'autres études, en fait, en gros, elle ne dépasse jamais les 6,5 sur 10. C'est très linéaire, c'est très intéressant. La reconnaissance, là, on le voit, c'est pile à 6,5. C'est toujours mal noté. Mais pour autant, il n'y a pas d'études, en tout cas à ma connaissance, qui montrent que c'est le critère ou dans les critères le plus important. C'est-à-dire qu'en gros, les gens souvent ressassent ça, ils vont parler de manque de reconnaissance, etc. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que je disais que c'est important qu'on n'ait pas fait du déclaratif, parce que si on avait fait du déclaratif, les gens potentiellement auraient dit que le manque de reconnaissance avait en fait été un critère de désengagement, en tout cas avait un impact sur l'engagement. Ouais. Pour autant, ce n'est pas ce qui ressort de l'étude. Donc là aussi, ce n'est pas parce qu'il y a une insatisfaction sur ce critère-là que pour autant c'est le critère qui est le plus important. Alors, est-ce que tu peux réexpliquer comment identifier les quick wins? Les quick wins, donc c'est les sous-moteurs qui ont un impact relativement élevé sur l'engagement, donc en l'occurrence entre 6 et 8, donc à partir de 6, c'est-à-dire qu'ils ont une contribution assez forte sur l'engagement et qui ont une note de satisfaction assez basse. En fait, concrètement, si vous prenez l'impact, il y a une note de satisfaction quasiment à 8, ça va être plus difficile, le point marginal supplémentaire d'arriver de 8 à 9, ça va être plus compliqué parce que les gens sont déjà quand même satisfaits. Ça va être plus compliqué de passer de 8 à 9 que de passer de 6 à 7. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a identifié donc, non seulement les sous-moteurs qui avaient un impact élevé, parce que si vous voulez, encore une fois, améliorer un sous-moteur tel que la considération financière qui a un impact faible sur l'engagement, vous allez peut-être pouvoir, en augmentant tout le monde, augmenter le niveau de satisfaction. Très bien, tout le monde sera satisfait de la considération, enfin, d'avoir plus de salaire. Pour autant, ça n'aura pas un impact fort sur l'engagement parce que l'impact est à 4 sur 10 de la considération financière. D'accord. Donc là, ça veut dire que typiquement, un des critères qui peut être intéressant d'améliorer, c'est plutôt le groupe 2. Exactement, c'est le groupe qu'on a appelé des quick wins. Donc, encore une fois, au milieu, qui regroupe les items de reconnaissance, d'évolution de carrière, d'écoute, de vision et de communication. C'est encore une fois les items à activer, on va dire, en quick win au global. Mais je pense que là, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir d'autres éléments, notamment pour distinguer les âges et les CSP, parce que on a plusieurs grilles de lecture dans cette étude. Et l'idée, c'est pas de vous donner une recette magique. En fait, on n'a pas de recette magique. C'est pas parce qu'on voit ici que c'est des éléments quick win qu'on a identifiés que si dans votre entreprise, ça veut pas dire que dans votre entreprise, ce sont les leviers prioritaires d'action. Peut-être que chez vous, si vous faites du coup une étude dédiée, vous utilisez notre outil de sondage, vous identifiez les moteurs, les sous-moteurs, peut-être qu'ils vont être un peu différents. Et ce serait logique parce qu'en fait, tout le monde n'est pas représentatif toutes les entreprises ne sont pas représentatives de la population française. Et là, typiquement, si on prend ce second groupe, est-ce que tu peux donner un ou deux exemples d'actions qui peuvent être mises en place en entreprise pour augmenter l'impact sur l'engagement au niveau de ces leviers, par exemple l'écoute, la carrière, la reconnaissance? Oui, complètement. Si on prend l'écoute et la reconnaissance, typiquement, ce sont deux items sur lesquels il y a pas mal de solutions qui existent. Alors nous, on a une solution dédiée sur ces deux items-là, par exemple. La reconnaissance, ça va être tout ce qui est reconnaissance entre pairs ou célébration. Donc, typiquement, on propose chez Swile des fonctionnalités qui permettent de célébrer des réalisations individuelles ou collectives. Donc, via directement l'application, tout le monde est notifié, tout le monde peut participer, etc. Et l'écoute, typiquement, c'est pouvoir prendre régulièrement le pouls des employés, leur demander leur avis. Un manager ou le président fait une conférence annuelle sur, je sais pas, les résultats de l'entreprise, présente la vision. OK, immédiatement après, vous lancez un sondage, une enquête pour savoir l'avis des salariés sur cette nouvelle vision, sur la présentation des résultats, quelles sont les suggestions et les recommandations. Et ça, vous pouvez le faire aussi au niveau d'une équipe. Donc ça, c'est deux outils, par exemple, qui sont
voilà, qu'on propose. Et ce qui est intéressant, c'est, notre vision, nous, et notre méthodologie, c'est de dire, on vous fournit en fait un outil pour mesurer donc l'engagement et savoir quels sont les leviers d'action à activer. Et ensuite, on vous fournit concrètement des solutions pour actionner ces leviers. Donc, concrètement, on vous propose directement dans le même outil, derrière, des fonctionnalités qui vous permettent concrètement d'améliorer la reconnaissance, d'améliorer l'écoute et derrière de mesurer si ça a eu un impact. Parce que c'est bien beau d'essayer de mettre en place des actions pour améliorer la reconnaissance et l'écoute, mais c'est encore mieux d'avoir la donnée avant de mettre en place l'action et la donnée après pour savoir s'il y a eu un impact entre les deux. Ouais. Alors, il y a Solène qui disait un truc qui est quand même vrai, c'est autant là, on a vu considération financière, finalement, a assez peu d'impact sur l'engagement, mais par contre, le salaire peut quand même avoir un impact fort sur le désengagement. Oui, effectivement. Donc, je pense que là, ça peut être intéressant de passer justement à la slide suivante, qui est une bonne transition sur les leviers de désengagement, parce que en effet, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, on a identifié donc d'un côté les facteurs de désengagement et les facteurs de démotivation, hein, qui sont les deux sont liés, mais c'est pas tout à fait les mêmes qui ressortent. Dans les leviers les plus forts de désengagement, on a le manque d'appartenance au collectif. Donc là, c'est intéressant parce que ça rejoint quand même tout de même la dimension d'appartenance qui, on l'a vu, était aussi un facteur d'engagement fort. Donc là, on voit qu'il y a quand même une prégnance sur ces éléments autour de l'appartenance qui sont très forts. Il y a le manque de réassurance. Et dans le manque de réassurance, clairement, on intègre les éléments financiers. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de sécurité, enfin là, on est sur les systèmes de sécurité. Dans la sécurité financière, bien sûr, il y a le salaire. C'est une composante fondamentale puisque il faut pouvoir avoir un niveau de vie qui nous permette de pouvoir faire face au présent, éventuellement au futur. Et donc, clairement, avoir un salaire qui ne convient pas au niveau de son niveau de vie, là, ça va avoir un facteur de désengagement. Par contre, si je reviens sur la considération financière, la considération financière, c'est indépendamment de son niveau de vie. C'est-à-dire que c'est juste, est-ce que je suis bien payé par rapport à mon voisin? Donc là, c'est plus des problématiques d'ego que des problématiques de sécurité. Et donc, ces problématiques d'ego autour du salaire, en gros, est-ce que j'ai un plus gros salaire que mon voisin ou est-ce que je suis aussi bien payé que mon collègue d'en face? En fait, ça joue pas tellement sur l'engagement, ça joue plus sur l'ego, mais encore une fois, ça joue assez peu sur l'engagement au final. Et dans les facteurs de démotivation, on retrouve par contre le manque de reconnaissance. Donc là, intéressant par rapport à la question, je ne sais plus qui parlait de l'importance de la reconnaissance. Donc là, en effet, la reconnaissance, ce n'est pas le plus gros facteur d'engagement. Par contre, c'est un gros facteur de désengagement. Donc le manque de reconnaissance, si je ne me sens pas suffisamment reconnu, là, je vais avoir une proportion importante à être démotivé. Par contre, ce n'est pas parce qu'on va continuer. Enfin, si je me sens suffisamment reconnu, c'est pas en me donnant encore plus de reconnaissance que je vais être plus engagé. Au bout d'un moment, il va y avoir un plateau, quoi. Une fois que j'ai mon réservoir d'estime qui est complet, j'ai plus besoin d'avoir de reconnaissance supplémentaire. Donc, ça va pas améliorer. Par contre, si j'ai mon réservoir d'estime qui est vide et donc un manque de reconnaissance, là, oui, je vais avoir une démotivation. Finalement, c'est peut-être plus facile de motiver quelqu'un que de l'engager, que de développer son engagement à court terme. Oui, parce que la motivation, c'est un levier de court terme, on l'a dit, alors que la fidélité, c'est un levier de long terme. Donc effectivement, mais c'est là où c'est intéressant d'avoir les deux composantes. C'est-à-dire que si on veut jouer sur l'engagement, il faut forcément jouer sur les deux, parce que si on joue que sur la motivation, peut-être qu'une semaine ou un mois, pendant un mois, ça arrive à être motivé et après, plus rien. Et si on joue que sur la fidélité à long terme, on va se retrouver avec des passifs qui restent dans l'entreprise, mais qui sont plus motivés, qui n'ont plus la flamme. Et donc, forcément, il faut jouer sur les deux. On est obligé. Alors, là, on va s'intéresser justement aux différentes tranches d'âge. On en a parlé en début de ce webinaire, avec les moins de 35 ans qui étaient plus ouverts à quitter leurs entreprises. Là, tu as une analyse par rapport à la hiérarchisation des moteurs d'engagement par tranche d'âge. Ouais, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça commence à pas mal se démarquer. Autant on l'a vu au global, les moteurs étaient assez proches, ça allait de 18 à 22%, autrement dit, tous étaient à peu près importants.
là, quand on commence à regarder dans le détail au niveau des âges, on a en fait assez fortement des moteurs qui se détachent. Donc, clairement, pour les moins de 35 ans, le moteur de loin qui est le plus important, c'est le sens. Et ça, c'est pas surprenant. Enfin, pareil, je pense qu'on l'a assez vu avec les couvertures de magazines. Je reprends mon exemple du cadre à la défense qui s'en va à la campagne. Donc, clairement, la notion de sens et donc derrière tout ce qui est adéquation aux valeurs, tout ce qui est le sentiment d'utilité de son travail et la dimension de loin la plus importante pour les moins de 35 ans. Donc, pour les 35-55 ans, il y a une dimension aussi qui se détache assez largement, c'est l'appartenance. Donc là aussi, c'est intéressant. Donc, en milieu de carrière, entre guillemets, on a envie de nouer des relations. C'est tout ce qui est autour de la cohésion d'équipe, autour de la communication, tous ces éléments-là qui sont importants. Et enfin, à partir de 55 ans, la sécurité. Là aussi, ce n'est pas forcément une grande surprise de voir que c'est cet item qui ressort en premier. Ce qui est intéressant là aussi, c'est de voir qu'il y a vraiment une polarisation assez forte autour de l'item de la sécurité financière, puisque en l'occurrence, c'est la composante et la variable la plus importante pour les plus de 55 ans. Donc, autrement dit, la sécurité financière, c'est ce qui impacte le plus l'engagement des plus de 55 ans. À l'inverse, c'est ce qui impacte le moins l'engagement des moins de 35 ans. Donc, c'est vraiment à l'opposé. Sur les 17 sous-moteurs, on a pour les plus de 55 ans, c'est le premier. Et pour les moins de 35 ans, c'est le dernier. Donc, voilà, là aussi, pour les moins de 35 ans, n'ayez pas la même politique salariale que pour vos aînés. D'où l'intérêt aussi d'avoir cette analyse par âge, c'est pour aussi adapter vos politiques RH aussi par rapport à vos populations. Si vous faites la même politique à tout le monde, si vous pensez que le salaire, par exemple, est important pour tout le monde, en fait, vous allez dépenser peut-être beaucoup d'argent, alors que si vous aviez travaillé sur la vision d'entreprise, sur la responsabilité sociale, etc., ça aurait eu plus d'impact au final sur l'engagement et ça coûtera peut-être moins cher. Donc, après l'analyse par âge, on a fait une analyse par CSP. Donc, on a voulu faire simple en décomposant les cadres et les non-cadres. Et donc, là aussi, on voit qu'il y a une hiérarchisation un peu plus forte que ce qu'on avait vu au global, puisque là, la ventilation au niveau de la contribution des sous-moteurs à l'engagement va de 17 à 25% pour les cadres. Donc là, on retrouve le sens en premier pour les cadres, l'appartenance qui n'est pas loin. Donc, ça rejoint ce qu'on avait vu, l'analyse qui montrait que l'appartenance et le sens étaient les deux moteurs qui avaient le plus d'impact sur l'engagement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'estime est en dernier. On peut supposer que les cadres, en fait, vu qu'ils ont déjà, en fait, quelque part, c'est un peu statutaire, le fait d'avoir être cadre dans son entreprise. Donc, le simple fait d'être cadre, du fait du salaire associé, de la stature un peu prestigieuse, entre guillemets, que ça peut avoir par rapport à d'autres catégories, ça remplit de fait quelque part un peu le réservoir à estime. Et donc, il y a un peu moins besoin de développer ça, par exemple, par rapport aux non-cadres, par exemple, qui pour eux, l'estime est plus importante. Et c'est aussi peut-être logique par rapport à ce qu'on a dit. Donc là, on voit la première différence entre cadre et non-cadre au niveau de l'estime, par exemple. Vas-y, Christophe. Je te disais, dans l'estime, on inclut la partie reconnaissance. Oui, dans l'estime, pour rappel, il y a la reconnaissance, il y a l'écoute et il y a la considération financière. Donc, c'est encore une fois, est-ce que, indépendamment de mon niveau de vie, je me sens bien payé ou pas? Ça marche. Et donc là aussi, c'est logique, les cadres sont en moyenne moins bien rémunérés que les non-cadres sont moins bien rémunérés que les cadres. Donc c'est logique que le niveau d'estime soit plus important pour eux. Donc en conclusion, je vois Christophe que tu m'emmènes vers la conclusion, c'est peut-être que l'heure. On est pile dans le timing. L'heure a filé. Donc 5 points peut-être à retenir. Donc le premier, c'est que donc on le voit, il n'y a aucun des moteurs au global qui se détache significativement, ce qui signifie que tous les moteurs sont importants, donc on ne peut pas faire l'impasse sur un des moteurs. Et que si on veut avoir une approche un peu plus spécifique, il faut avoir une approche à la fois plus individualisée, en tout cas au niveau de l'entreprise et des différentes catégories socio-professionnelles. Deuxième enseignement,
qu'on peut tirer au global, c'est que donc sur les 30 dimensions testées, on a deux ensembles qui ressortent en premier. C'est ce qu'on a mis derrière épanouissement, qui est en fait qui regroupe en fait les composantes d'accomplissement, d'adéquation entre le poste et le savoir-faire et l'utilité, et l'ambiance de travail avec des items autour de la cohésion d'équipe, autour de la communication, autour de la transparence. Donc là aussi, au sortir de la crise sanitaire, clairement, on peut émettre l'hypothèse que la crise sanitaire a eu un impact quand même assez fort sur le fait que ces deux éléments ressortent prioritairement. Ça aurait été intéressant d'avoir les données avant la crise, mais on ne les a pas. Mais on peut quand même émettre cette hypothèse-là qui semble pertinente. En 3, donc, pour aussi répondre à une question initiale sur comment on fait pour s'occuper des passifs. Donc là, spécifiquement pour remotiver les passifs, là, on va pouvoir jouer sur le contenu du travail, donc sur le sentiment d'accomplissement, l'adéquation entre le poste et le savoir-faire, et donner des perspectives et de la reconnaissance. Donc ça, c'est ce qui va, par rapport à ces catégories, le plus influer sur leur niveau de satisfaction et leur niveau d'engagement. Pour les désengagés, là, l'idée, c'est d'essayer de faire vivre le collectif, donc communiquer sur la mission, la vision d'entreprise, développer l'ambiance de travail et jouer sur la réassurance. Donc, typiquement, emploi, utilité et salaire, c'est ce qui peut les réengager. Et enfin, ne pas oublier de garder les salariés engagés. C'est pas parce qu'on a 63% global de salariés engagés qu'il ne faut pas s'en occuper. Donc, pour eux, il faut essayer de maintenir une bonne adéquation savoir-faire et poste de travail, développer le sentiment d'impact et la cohésion d'équipe. Donc, voilà, on le voit globalement, même s'il y a des petites différences entre les profils, on voit quand même des notions qui reviennent systématiquement. L'adéquation savoir-faire et poste, donc l'utilité du travail, la cohésion d'équipe. On voit beaucoup d'éléments en fait, qui sont liés à tout simplement au côté humain des salariés et finalement assez peu d'éléments qui sont liés au côté financier. Et ce qui peut amener aussi à une conclusion intéressante qui est de dire que finalement l'engagement des salariés, ça ne s'achète pas. Et que au contraire, pour développer l'engagement, il va plutôt falloir jouer sur la dimension collective de l'entreprise, le sens du travail, du point de vue individuel. Est-ce que ça a du sens, la tâche que je fais tous les jours, aussi un petit peu au niveau sociétal, mais de manière moins forte, parce que on l'a vu, les items de RSE, responsabilité sociale des entreprises, finalement, avaient assez peu d'impact. Donc, en fait, les gens ne voient pas forcément les choses qui sont éloignées d'eux, ils voient ce qui les touche directement. Ce qui les touche directement, c'est l'utilité du travail, c'est la communication avec ses collègues, c'est l'ambiance de travail. C'est ça, en fait, qui les touche le plus aujourd'hui. Et on verra de quoi l'avenir sera fait. On va suivre ça de près, en tout cas, à minima tous les ans, et puis de manière aussi plus récurrente, notamment lorsqu'on réalise des baromètres pour des entreprises, où là, on suit en fait potentiellement toutes les semaines ou tous les mois les évolutions. Super, merci Jérémy. Je vais remettre le lien pour ceux qui sont intéressés et qui veulent avoir plus d'informations sur ce que propose Swile en termes d'outils. Voilà, vous l'avez ici dans le chat. Ce webinaire, vous le retrouverez sur MyRHline demain matin en replay. Et puis, n'hésitez pas à contacter Jérémy directement sur LinkedIn. En effet. Vous pouvez le contacter en direct. Et donc, prochaine étude, Jérémy, c'est quoi, fin d'année? Oui, c'est ça. Ça sera. Alors, on va refaire. En fait, on fait 2 études par an. Donc, on fait le baromètre tous les ans. Donc, le prochain, ça sera en octobre 2022. Je vous mets mon profil aussi à LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à me contacter aussi pour échanger. Je suis toujours ravi. Et on refait des études aussi en milieu d'année sur des thématiques spécifiques, plus d'actualité. Donc, la prochaine étude qui sera publiée là en juillet 2022, ce sera sur la notion de convivialité. Justement, on a vu la prégnance en fait
tout ce qui touche à la cohésion d'équipe, à la communication, etc. Donc là, on va faire un focus spécifique sur les notions de convivialité. C'est quoi un peu l'avenir de la convivialité en entreprise avec tous les impacts qu'on a eu avec le Covid. Super, beau programme. Merci Jérémy, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir.